Tu savais que, en quelques jours à peine, une décision prise à Alger a réussi à faire trembler des capitales européennes. Pas une déclaration spectaculaire, pas une crise militaire, juste une action froide, silencieuse, mais calculée, avec une précision presque dérangeante. Et pourtant, derrière cette décision, quelque chose d'inattendu s'est produit. L'Italie s'est retrouvée prise de court. L'Espagne a dû réagir, rapidement, presque nerveusement. Pourquoi? Parce que cette fois, l'Algérie n'a pas simplement répondu, elle a imposé le rythme. Ce que peu de gens réalisent encore, c'est que ce moment pourrait bien marquer un tournant, un vrai. Avant d'aller plus loin, fais un geste simple, mets un like, abonne-toi et écris en commentaire Algérie puissance stratégique. Parce que ce que tu vas découvrir maintenant, ce n'est pas juste une information, c'est une réalité que beaucoup préfèrent ignorer, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Imagine une pièce fermée quelque part en Europe. L'atmosphère est lourde, les voix sont basses, rapides, presque pressées. Sur la table, des dossiers s'accumulent, des graphiques défilent, des chiffres clignotent. Personne ne parle vraiment fort. Mais tout le monde comprend que quelque chose ne va pas. Un conseiller se penche, murmure quelques mots, un autre secoue légèrement la tête, puis un silence. Un nom revient, encore et encore, l'Algérie. À des centaines de kilomètres de là, à Alger, le contraste est frappant. Pas de précipitation, pas de tension visible, juste des décisions prises avec calme, comme si tout avait déjà été anticipé, dans un bureau, une signature, un accord validé, un choix assumé. Pas de spectacle, pas de déclaration dramatique, et pourtant, les effets commencent déjà à se faire sentir. Les flux changent, les priorités se redéfinissent. Les équilibres bougent, lentement, mais sûrement. En Europe, certains commencent à comprendre qu'ils ne contrôlent plus totalement la situation. Les regards se croisent, cette fois avec une question silencieuse. Comment en est-on arrivé là? Parce qu'au fond, ce n'est pas juste une réaction, ce n'est pas une improvisation, c'est une stratégie. Et le plus troublant dans tout ça, c'est que cette stratégie ne fait que commencer à révéler ses effets. Pour comprendre ce qui est en train de se jouer, il faut sortir des impressions et regarder les faits. Depuis plusieurs semaines, les marchés de l'énergie traversent une zone d'instabilité inhabituelle. Les routes d'approvisionnement sont sous pression, certaines zones stratégiques deviennent incertaines, et les grandes puissances européennes se retrouvent face à une équation simple, sécuriser rapidement leurs besoins ou subir les conséquences. Dans ce contexte, la demande en gaz naturel a connu une hausse soudaine, une hausse qui ne laisse pas beaucoup de marge de manœuvre, surtout pour des économies fortement dépendantes de l'extérieur, et c'est précisément là que l'Algérie réapparaît comme un acteur central. Les capacités de production ont été renforcées, les exportations ont suivi, les infrastructures existantes ont permis une réponse rapide, sans rupture visible. Ce n'est pas une montée en puissance improvisée, mais plutôt l'activation d'un potentiel déjà présent. Mais le point le plus important ne se trouve pas uniquement dans les volumes, il se trouve dans la manière. Les conditions changent, les négociations évoluent, les rapports de force se redéfinissent. L'Algérie ne se positionne plus comme un simple fournisseur parmi d'autres. Elle agit désormais avec une logique différente, où chaque décision semble répondre à une vision plus large. Du côté européen, les réactions ne tardent pas. Les demandes se multiplient, les échanges diplomatiques s'intensifient, et certains pays cherchent à sécuriser des accords avant que les conditions ne deviennent encore plus exigeantes. Ce mouvement révèle une réalité souvent ignorée. Dans un contexte de tension énergétique, celui qui peut garantir la stabilité devient automatiquement un point d'ancrage. Et aujourd'hui, cette stabilité n'est plus perçue comme acquise. Elle se négocie, elle se construit, et surtout, elle se paie au prix réel de sa valeur. Ce qui est en train de se passer dépasse donc une simple variation de marché. C'est un ajustement plus profond, où les rôles évoluent et où certains acteurs prennent une place qu'ils n'occupaient pas pleinement auparavant. Reste à savoir jusqu'où cette dynamique peut aller, et qui sera réellement capable de s'y adapter. Mais dès que les faits deviennent visibles, la tension monte d'un cran. Parce qu'à ce niveau-là, il ne s'agit plus seulement d'économie, il s'agit de rapport de force. L'Espagne, par exemple, n'a pas eu le luxe d'attendre. Quand les signaux ont commencé à changer, la réaction a été immédiate. Ajustement, repositionnement, décision rapide, presque sous pression. Pourquoi une telle précipitation? Parce que dans un contexte où chaque jour compte, perdre un avantage, même temporairement, peut coûter extrêmement cher. Et pendant que certains cherchent encore à comprendre, d'autres ont déjà commencé à s'adapter. Les discussions deviennent plus directes, les demandes plus urgentes, les marges de négociation plus étroites.
Ce qui était autrefois une relation relativement stable devient soudainement plus exigeant, moins prévisible, et au centre de cette dynamique, une réalité s'impose, l'Algérie ne subit plus, elle choisit, elle décide à quel rythme elle avance, elle impose ses conditions sans les annoncer bruyamment. Ce changement, même subtil en apparence, crée une forme de déséquilibre, parce que ceux qui étaient habitués à négocier dans une position confortable doivent maintenant composer avec une nouvelle donne, les échanges se tendent, les stratégies s'accélèrent, les calculs deviennent plus complexes, et dans cette accélération, une chose devient évidente, tout le monde ne joue pas avec les mêmes cartes, certains dépendent, d'autres proposent, mais aujourd'hui, celui qui détient la ressource clé ne se contente plus de répondre à la demande, il redéfinit les règles du jeu. Et c'est précisément ce qui dérange, parce qu'une fois que l'équilibre bascule, même légèrement, revenir en arrière devient presque impossible. Les décisions prises maintenant auront des conséquences durables, des conséquences que certains commencent déjà à anticiper, parfois avec inquiétude. Et pendant que les regards se tournent vers Alger, une question persiste, presque silencieuse. Jusqu'où cette nouvelle position peut-elle aller, avant de provoquer une réaction encore plus forte? Il y a une chose que l'histoire répète encore et encore, mais que peu de gens prennent vraiment le temps d'observer. Les rapports de force ne disparaissent jamais, ils changent simplement de forme. Pendant longtemps, certains pays ont été enfermés dans une image précise, une image construite, répétée, presque imposée, celle de fournisseurs dépendants, de partenaires secondaires, d'acteurs qui suivent sans vraiment décider. Mais cette vision repose sur une illusion fragile. Parce qu'en réalité, la puissance n'est jamais figée. Elle circule, elle se déplace. Elle attend parfois le bon moment pour se révéler. Et ce moment arrive souvent lorsque les équilibres sont perturbés. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas un hasard. Ce n'est pas non plus une réaction impulsive face à une crise passagère. C'est l'expression d'un principe plus profond. Celui qui maîtrise ses ressources finit toujours par redéfinir sa position. Pas immédiatement, pas brutalement, mais progressivement, jusqu'à ce que le changement devienne évident pour tous. Dans ce contexte, la question n'est pas simplement économique ou politique, elle est presque philosophique. Qu'est-ce qu'un pays qui prend conscience de sa propre valeur? Est-ce qu'il continue à accepter les règles établies par d'autres, ou commence-t-il à écrire les siennes? Cette transition est souvent invisible au début. Elle ne fait pas de bruit. Elle ne provoque pas de rupture spectaculaire, mais elle transforme tout. Les décisions deviennent plus assumées, les choix moins influencés, les priorités plus claires, et surtout, une certaine forme de dépendance disparaît. Ce qui dérange dans ce type de transformation, ce n'est pas seulement le résultat, c'est le message qu'elle envoie, parce qu'elle rappelle une réalité simple, presque dérangeante. La hiérarchie mondiale n'est pas immuable, elle repose sur des équilibres temporaires, des intérêts changeants, des contextes qui évoluent. Et dès qu'un acteur décide de ne plus se limiter au rôle qu'on lui a assigné, tout le système doit s'adapter. Dans ce mouvement, il y a aussi une dimension intérieure, une transformation plus silencieuse, mais tout aussi importante, la perception. Comment un peuple se voit? Comment il interprète sa place dans le monde? Comment il réagit face aux opportunités? Parce qu'au fond, la puissance extérieure commence toujours par une prise de conscience intérieure. Et c'est peut-être là que se joue la véritable bascule. Pas seulement dans les chiffres, les contrats ou les décisions politiques, mais dans cette idée que ce qui semblait impossible hier devient progressivement une évidence qui ne demande plus à être validée, elle s'impose, et à partir de là, tout s'accélère. Les signaux deviennent plus visibles, les mouvements plus rapides, les décisions plus tranchées. Ce qui se passait en arrière-plan commence à apparaître au grand jour, les visites se multiplient, les discussions s'intensifient, les intérêts convergent vers un seul point, l'Algérie. Ce n'est plus une hypothèse, ce n'est plus une option parmi d'autres, c'est un passage obligé. Et ça change complètement la dynamique. Parce qu'au moment où plusieurs acteurs commencent à dépendre d'un même centre, ce centre devient une force, une vraie. On ne parle plus seulement de contrat ou de volume, on parle d'influence, on parle de positionnement, on parle d'un pays qui comprend enfin le poids qu'il représente. Et quand cette compréhension devient claire, les choix deviennent différents, plus assumés, plus stratégiques, moins hésitants. Regarde ce qui se passe autour des pays qui, hier encore, imposaient entre leurs conditions
cherchent aujourd'hui à sécuriser des accords. Des acteurs qui négociaient avec aisance ajustent maintenant leur discours. Pourquoi ? Parce que le rapport a changé. Et dans ce changement, il y a une énergie particulière. Une énergie qui ne vient pas seulement des ressources, mais de la prise de conscience. Celle de ne plus subir, celle de ne plus attendre, celle d'avancer. Cette phase est toujours la plus intense parce qu'elle mélange tout. La stratégie, la pression, l'opportunité. Et au milieu de cette accélération, une chose devient évidente. L'Algérie n'est plus en train de rattraper. Elle est en train de prendre de l'avance. Pas dans le bruit, pas dans l'exagération, mais dans les faits. Des faits qui s'enchaînent et qui, mis bout à bout, dessinent quelque chose de beaucoup plus grand. Quelque chose qui dépasse une simple conjoncture. Quelque chose qui commence à ressembler à une trajectoire. Et pendant que toute l'attention reste focalisée sur ce qui se passe en surface, quelque chose de plus discret est en train de se construire. Loin du bruit, loin des réactions immédiates. Imagine un instant le sud du pays, un espace immense, silencieux en apparence. Mais sous cette apparente immobilité, des projets prennent forme, des lignes se tracent, des connexions se dessinent, des décisions s'alignent. Ce n'est pas une réaction à court terme, c'est une vision qui s'étend dans le temps. Un réseau qui relie, un axe qui structure, une stratégie qui dépasse les frontières visibles. Dans cette perspective, le gaz n'est qu'un point de départ. Un levier, parce qu'autour de cette ressource, d'autres dynamiques s'organisent. Des partenariats émergent, des corridors énergétiques sont envisagés. Des infrastructures prennent place, lentement mais sûrement. Et ce qui semblait être une opportunité ponctuelle commence à ressembler à une transformation durable. Une transformation qui ne concerne pas seulement un secteur, mais tout un positionnement. L'Algérie ne se contente plus de répondre à une demande immédiate. Elle prépare la suite, elle anticipe, elle construit quelque chose qui pourrait à terme redéfinir son rôle bien au-delà de ce que beaucoup imaginent aujourd'hui. Et dans ce mouvement, il y a une dimension presque invisible pour ceux qui regardent uniquement le présent, la projection. Pensez à 5 ans, à 10 ans, à une place dans un monde qui change rapidement. Parce que les vraies puissances ne se contentent pas de gérer l'instant, elles organisent les bords pour l'avenir. Et ici, tout semble indiquer que ce qui est en train de se mettre en place ne se limite pas à une phase passagère. C'est une direction, une trajectoire silencieuse, mais structurée. Et ceux qui prennent le temps d'observer attentivement commencent à comprendre que ce qui se construit aujourd'hui pourrait devenir demain un élément central dans l'équilibre de toute une région. Sans bruit, sans annonce spectaculaire, mais avec une constance qui, elle, ne trompe pas. Mais malgré tout ce qui se met en place, une question reste en suspens. Est-ce que tout cela est réellement perçu à sa juste valeur ? Parce que parfois, les transformations les plus importantes ne sont pas celles qui font le plus de bruit. Elles passent presque inaperçues, noyées dans le flux constant des informations, des opinions et des distractions. Alors laisse-moi te poser une question simple. Est-ce que ce que tu vois aujourd'hui te semble normal ? Ou est-ce que, quelque part, tu ressens qu'il se passe quelque chose de différent, quelque chose de plus profond ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi cette montée en puissance à ce moment précis ? Est-ce une simple opportunité liée au contexte mondial, ou le résultat d'une préparation silencieuse, construite sur plusieurs années, et surtout, qui en mesure réellement l'impact ? Parce qu'au-delà des chiffres et des décisions politiques, il y a une autre dimension, plus subtile, la perception collective. Est-ce que les Algériens eux-mêmes prennent pleinement conscience de ce changement, ou est-ce que cette évolution est encore sous-estimée, minimisée, ignorée ? Il y a souvent un décalage entre ce qui se produit et la manière dont c'est interprété. Certains voient une situation passagère, d'autres commencent à entrevoir une transformation durable. Mais au fond, la vraie question est peut-être ailleurs. Et si ce moment n'était pas un hasard ? Et si ce que tu observes aujourd'hui était simplement le début d'une phase plus large, plus ambitieuse ? Et c'est précisément ce qui rend chaque décision encore plus sensible. Parce que dans ce type de configuration, ce ne sont pas seulement les volumes de gaz qui circulent, ce sont des choix, des orientations, des messages implicites envoyés à d'autres partenaires. Alors quand une offre est faite ou refusée, ce n'est jamais un simple détail technique, c'est un mouvement dans un échiquier beaucoup plus vaste, où chaque pièce avance avec une logique qui ne se révèle pas immédiatement. Et pendant que certaines voix accusent, pendant que le débat s'enflamme autour d'un supposé refus, une autre réalité se dessine, beaucoup plus discrète, presque invisible. L'Égypte, elle,
ne parle pas de crise, au contraire, elle reçoit du gaz. Pas dans un climat de tension, mais dans une dynamique presque maîtrisée, comme si tout cela faisait partie d'un scénario déjà anticipé. Et ce n'est pas seulement une réception symbolique, elle en tire un avantage réel, un soulagement énergétique à un moment clé. Ce qui rend la situation encore plus troublante, c'est la manière dont cela se produit. Un envoi discret, loin des grandes annonces, loin des polémiques, un flux qui passe presque inaperçu pour le grand public, mais qui, pour les observateurs attentifs, change complètement la lecture des événements, parce que soudain, le récit initial commence à se fissurer. Si l'Algérie avait réellement décidé de fermer la porte, comment expliquer que, dans le même temps, elle en ouvre une autre ailleurs? Comment comprendre qu'un pays soit accusé de retrait, alors qu'il agit concrètement sur un autre front? Et là, une question plus dérangeante commence à émerger, lentement, mais sûrement. Pourquoi certains pays reçoivent du gaz sans difficulté apparente, alors que d'autres parlent de refus ou de blocage? Est-ce une question de timing, de priorité, ou bien quelque chose de plus profond? Peut-être des relations construites dans la durée, des accords passés en amont, ou des choix stratégiques qui ne sont pas visibles publiquement. Car dans ce type de situation, ce qui se voit n'est souvent qu'une partie de l'histoire, et ce qui ne se voit pas peut être bien plus déterminant. On vous parle souvent de solidarité arabe, on vous répète cette idée comme une évidence, presque comme une règle qui ne se discute pas. Mais quand on regarde les faits, quand on observe ce qui se passe réellement sur le terrain, une autre image apparaît, beaucoup plus froide, beaucoup plus directe. Chacun joue pour ses intérêts, pas forcément contre les autres, mais rarement pour eux. Parce qu'aujourd'hui, les décisions ne se prennent plus uniquement sur des principes, elles se prennent sur des calculs, des équilibres à maintenir, des risques à éviter, des opportunités à saisir, parfois au bon moment, parfois au détriment d'un autre partenaire. Et dans ce contexte, l'énergie devient le cœur du jeu. Pas seulement parce qu'elle est essentielle, mais parce qu'elle donne du pouvoir, un pouvoir silencieux, un pouvoir qui ne passe pas par des discours, mais par des choix concrets. Qui livrer? Quand livrer? À quelles conditions? Et derrière ces décisions, il y a toujours des conséquences, parce que celui qui contrôle l'énergie ne contrôle pas seulement une ressource, il influence les équilibres, il pèse sur les décisions, il devient, sans forcément le dire, un acteur central, et c'est là que tout prend une autre dimension. Ce n'est plus une simple histoire de gaz, ce n'est plus une simple accusation entre pays, c'est un jeu beaucoup plus large, où chaque mouvement est calculé, où chaque silence peut être stratégique, et où chaque décision peut redéfinir les rapports de force sans jamais être annoncé clairement. Et si tout ce que l'on vient de voir n'était en réalité qu'une façade, une version simplifiée, racontée pour être comprise rapidement, partagée encore plus vite, mais qui laisse de côté l'essentiel, ce qui se joue vraiment en profondeur. Parce que plus on avance dans cette histoire, plus une impression s'installe, rien n'est totalement clair. Les accusations circulent, les réactions s'enchaînent, les récits s'opposent, mais au milieu de tout ça, la vérité semble toujours partiellement cachée, comme si elle était fragmentée entre plusieurs versions concurrentes. Et si le problème n'était pas seulement économique ou énergétique, mais beaucoup plus stratégique, et si derrière ces accusations publiques, derrière ces déclarations officielles, se cachait une guerre invisible, une guerre qui ne se voit pas sur les champs de bataille, mais dans les discours, dans les narratifs, dans la manière dont chaque pays est présenté au monde. Dans ce type de guerre, il n'y a pas toujours de confrontation directe, il y a des interprétations, des récits construits, des images projetées, et surtout, une bataille pour contrôler la perception. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus seulement ce qui est fait qui compte, mais la manière dont cela est perçu.